aujourd'hui, mais si on s'est compté, j'ai 57 ans, mais avec garantie prolongée. Donc, on est à la fin des années 60 et à une époque où je vois un câble qui traîne au sol. Je me dis... Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trois Histoires, le podcast qui t'inspire, qui te motive et qui t'équipe. Le podcast au cours duquel on reçoit des personnes exceptionnelles qui ont un parcours, qui ont une histoire, voire deux, voire même trois histoires à nous raconter pour nous inspirer. Comme à l'accoutumée, je reçois des personnes inspirantes et aujourd'hui, je reçois une personne que j'aime particulièrement. C'est quelqu'un qui a très bon cœur, c'est un humain. Vraiment, c'est un humain dans tous les sens du terme. Et moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec lui. C'est une personne qui a une vaste expérience en gestion relationnelle. Aujourd'hui, il partage son savoir-faire et son savoir-être en entreprise en matière de leadership et de reconnaissance en milieu de travail. Il propose également une série d'interventions uniques et originales, tout aussi humaines que professionnelles, favorisant la mobilisation et la rétention du personnel dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Cet homme est également formateur, conférencier et coach certifié. Aujourd'hui, on accueille nul autre que Alain Guy Tremblay! Hey! Bonjour, Brice, bonjour. Ça va, Alain Guy? Ça va très, très bien. Merci, toi. Ça va comme tu peux le voir. Super. Ça, tu nous rejoins de quel coin de la terre, Alain Guy? En ce moment, je suis dans la merveilleuse région des Basses-Laurentides, dans une municipalité qui est Blainville. On est immédiatement au nord de Laval, dans la grande région métropolitaine de Montréal. Ok, parfait, exactement, le Grand Montréal, Blainville. J'ai eu l'opportunité de visiter cette belle ville. On a eu un bon moment de rencontre aussi là-bas dans le cadre de réseautage. C'était super, Alain Guy, avec toi et tous les autres. Et Alain Guy, tu as trois principales valeurs qui sont l'équité, l'égalité et le respect. Tu as également trois principaux hobbies qui sont le camping, le kayak et le ski. Tu es quelqu'un d'extraordinaire en tant qu'humain. Du coup, j'ai envie, Alain Guy, que tu nous parles un peu de toi. J'ai donné quelques éléments qui te concernent, mais s'il te plaît, parle-nous de toi, raconte-nous ton histoire. Alain Guy, qui es-tu? Si je vais illustrer deux qualificatifs qui pourraient me représenter le plus fidèlement possible, je dirais que je suis foncièrement un rêveur. Okay. Rêveur à tous les niveaux. Rêveur dans le sens d'être ailleurs, être dans la lune, comme on dit. D'ailleurs, mon dessert préféré quand j'étais petit étaient les gâteaux, les demi-lunes. C'est une farce. Mais un rêveur et aussi, je dirais, un aventurier. J'ai toujours aimé faire les choses autrement. D'aller en dehors, je dirais, des normes. Je suis pas nécessairement quelqu'un d'encadrable. Et j'aimerais t'amener dans une petite histoire qui est une anecdote à partir de mon enfance. Aussi loin que je puisse me souvenir, je devais avoir autour de 5 ans. En fait, c'est plus le résumé que je me souviens que mes parents m'ont raconté que le souvenir réel que j'en ai. J'avais, semble-t-il, autour de 5 ans. Et à une époque, on est dans les années, fin des années 60, là, ça me rajeunit pas. Aujourd'hui, mais si on s'est compté, j'ai 57 ans, mais avec garantie prolongée. Donc, on est à la fin des années 60 et à une époque où la seule façon pour un jeune garçon de cet âge-là de s'amuser était d'aller jouer dehors. De toute façon, on n'avait pas le choix. Nos parents nous mettaient dehors. C'était « va jouer ». Alors, j'étais dans la ruelle à Montréal, dans le quartier Villeray, chez un ami, chez le voisin, un ami qui était plus jeune que moi. Je dirais peut-être 4 ans. Je vois un câble qui traîne au sol. Je me dis,
qu'est-ce qu'on peut faire avec un câble et comment on peut s'amuser avec cet élément-là. Et j'ai eu la brillante idée de proposer de jouer à Tarzan. OK. J'ai demandé à mon jeune ami de monter sur le toit de l'ouverture qui mène au sous-sol ou à la cave du bâtiment, qui est peut-être surélevé à 2 mètres de hauteur. Il était debout sur le petit toit, en train de tenir le câble, alors que moi, j'avais comme idée d'escalader le mur en m'imaginant que je suis Tarzan. Sauf, ça s'est pas passé tout à fait comme prévu. Ça aurait été même, ça a frôlé la catastrophe. En fait, je me suis réveillé après cet épisode-là, durant la soirée, à la maison, probablement très étourdi. Je dis probablement parce que je m'en souviens pas d'une façon très, très précise. Et mes parents m'ont raconté que j'avais fait une chute. Mon jeune ami était pas assez fort, assez lourd pour me retenir de tout mon poids. J'ai basculé sur le trottoir de ciment et on sait que un crâne sur du ciment, habituellement, ça fait pas bon ménage. Donc, je me suis ramassé à l'hôpital en subissant un traumatisme crânien quand même sévère. Je me souviens pas trop exactement, j'ai peut-être même eu une fracture du crâne. Qui n'a rien à voir avec la capacité d'avoir l'esprit ouvert. Hein? C'est deux concepts complètement différents. Et mes parents m'ont raconté un petit peu l'histoire. Alors que j'ai basculé, j'ai subi un traumatisme. Et c'est là ce que je voulais illustrer, c'est que j'étais rêveur. Je me voyais dans un personnage qui était le fruit de mon imagination, malgré que le personnage fictif existait à la télévision, qui est Tarzan. Et je me voyais aussi aventurier, comme je vous disais tantôt. Essayer des choses. J'étais un petit peu téméraire. Je faisais des choses, parfois à risque. Et ça, je ferme la parenthèse sur cet épisode de mon enfance pour faire un saut maintenant. Je dirais quand, un petit peu plus tard, j'ai dû me présenter, cogner à la porte du marché du travail. Bon, naturellement, là, je n'ai plus 5 ans. J'ai 16 ou 17 ans, dans ces eaux-là. Je demeurais à Cartierville, dans le nord de la ville de Montréal. Et je demeurais à côté d'un parc d'amusement qui est une réplique réduite, je dirais un petit peu de la ronde, qu'on appelait le parc Belmont. Je demeurais à côté. Je pouvais entendre le bruit des manèges, le bruit des chariots. Je pouvais m'imaginer en train d'être dans un de ces manèges-là et de m'amuser. Alors, tu t'imagines, quand j'étais en âge de pouvoir travailler, lors de mon premier emploi d'été, un emploi où, à l'époque, le salaire minimum étudiant était 3,25 $. Et je me suis dit, je vais aller faire application. Moi, je veux non seulement aller m'amuser, je veux aller travailler au parc Belmont. Et j'étais admis, on m'a engagé, j'ai eu à subir les premières étapes là où tout le monde commence à travailler, c'est-à-dire balayeur. Mais j'étais pas un balayeur ordinaire déjà. Je balayais à une vitesse extraordinaire, tellement qu'on a remarqué un petit peu mon bon travail. Et durant le jour, alors que je balayais, je voyais passer un gros tourson en peluche rose. Un personnage. Et je me disais, j'aimerais ça faire ça. J'aimerais être ce personnage. Qui se cache dans ce personnage? Et c'était une mascotte. Et je suis devenu la mascotte officielle du parc Belmont. Wow. J'ai fait ça pendant 3 étés, un genre de gros tourson en peluche rose avec un long chapeau, des grands souliers, une canne, et je me promenais à l'intérieur de ce personnage-là. Et vois-tu à quel point, encore une fois, j'étais rêveur. Je suis encore dans un personnage. Je suis passé de Tarzan à une mascotte. Et je travaille et je m'amuse. C'était tout au long de ma carrière le volet amusement.
avoir du plaisir à faire ce qu'on fait a toujours occupé une place très importante, très importante. Ensuite de ça, mais j'ai évolué naturellement. Comme vous pouvez me voir aujourd'hui, j'ai pas terminé ma carrière comme mascotte, malgré que des fois, il y a des gens qui se demandent s'il ne reste pas encore un petit peu de personnage en moi. Mais à travers ça, j'ai aussi été installateur de gicleurs automatiques pour les terrains. J'ai parti ma première petite entreprise qui consistait à vendre dans les entrées des pharmacies une petite pâte anti-buée pour les lunettes. Mm-hmm. Alors, quand je voyais quelqu'un entrer les lunettes, les verres, les lentilles toutes buées, madame, venez ici, je vais vous aider. Alors, j'essuyais délicatement un de ces 2 verres seulement. Ensuite, quand elle les remettait, ses lunettes, il y avait une lunette qu'elle voyait très bien et l'autre pas du tout. Oh mon Dieu! C'était pour lui prouver l'efficacité, n'est-ce pas? Et j'ai vendu ça pendant 2 hivers, ces petites pâtes anti-buées-là. Ensuite de ça, j'ai été technicien en prévention pour une firme de consultants en santé-sécurité. Je suis devenu formateur, conseiller. J'ai touché un petit peu aux ressources humaines en cours de route. Et tout ça à travers un parcours académique, je dirais, atypique. Encore une fois, mon côté aventurier et rêveur m'a suivi parce que je savais pas trop exactement ce que je voulais faire dans la vie. Honnêtement, aussi loin que je me souvienne, encore une fois, quand j'étais très petit, j'étais très impressionné par une émission qu'on appelait Skippy le kangourou. Ça se passait en Australie. Skippy était mon ami préféré et son maître était un pilote d'hélicoptère. Alors, je me voyais être un genre de garde forestier québécois en hélicoptère, peut-être pas avec un kangourou, là, mais peut-être un chien à ce moment-là. Et j'ai toujours eu l'idée de faire ça. Naturellement, ça s'est jamais réalisé, vous comprendrez. Et j'ai fini par faire toute autre chose. Et dans ma quête de savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, quelles sont mes qualités, mais à ce moment-là, j'ai eu l'idée d'abandonner l'école. En fait, j'ai visité pendant une année complète l'école des décrocheurs. Et j'aime pas dire que j'étais un décrocheur. En fait, c'est une semi-vérité dans le sens que oui, j'étais allé à l'école, la première école de décrocheurs, l'école Marianne sur la rue Sauvé à Montréal, pas la rue Sauvé, sur la rue Saint-Laurent à proximité du métro Sauvé. Et j'étais allé chercher les formations qui me manquaient pour aller au cégep. J'ai été 1 an, donc, je dirais décrocheur pour devenir un raccrocheur. Et là où j'ai mis à profit tout mon volet aventurier, c'est que j'ai tout fait mes études par la suite sur les 25 années qu'on suivi. Okay. Pendant 25 ans, j'ai été l'équivalent de 15 ans sur les bancs d'école, à temps partiel, jour, soir et ou week-end, tout en travaillant en temps plein et en ayant une petite famille au tout début de ma carrière. Donc, je fais rien à l'ordinaire. Je te dis pas que c'est nécessairement la meilleure formule, mais j'ai toujours été attiré par tout ce qui est hors norme. Parfois, ça m'a amené des avantages, d'autres fois, ça m'a amené quelques dérapages aussi, n'est-ce pas? Et dans les dernières années, tout ça pour dire que j'ai évolué vers ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire formateur, conférencier et auteur. Les sujets de prédilection que j'aime aborder avec les gens sont le leadership, comme la plupart le savent, mais pas le leadership au sens organisationnel ou au sens, je dirais, de la performance, mais le leadership humain. On est d'abord un leader prêt à s'exprimer dans différents départements de notre vie. Des départements qui sont naturellement le travail, mais également notre vie sociale, notre vie personnelle, notre vie amoureuse, etc., etc. Être leader, pour moi, c'est tout simplement développer la capacité de se prendre en charge, de prendre les moyens nécessaires pour faire ce qu'il faut pour aller de l'avant. Et ça, à tout point de vue, donc dans tous les départements. Tout à fait. Et donc, c'est ça qui fait que, du coup, j'ai envie justement, Alain Guy, de te demander, en ce qui concerne ce que tu fais aujourd'hui comme métier, ce que tu fais aujourd'hui comme travail,
Tu me dis qu'il faut travailler avec le cœur. Quelle est l'histoire derrière? Pourquoi ce message-là, tu aimes le passer, par exemple, quand tu fais des formations aux employés, dans le cadre de ton travail aujourd'hui en tant que formateur et conférencier? Pourquoi tu aimes dire aux gens de travailler avec le cœur? Quelle est l'histoire derrière? En fait, on se rapporte en 2016. Ça fait quand même pas si longtemps. À l'époque où j'occupais un poste à temps plein, excusez, dans une organisation. Pour ceux qui n'ont pas compris la blague, là, ceux qui me suivent en Afrique ou en Europe, quand on dit que c'est plate, là. Plate dans le sens de ennuyant, terne, plus de vie. En fait, j'étais déjà mort, c'est juste que je respirais encore. J'avais plus aucune intensité dans mon travail, j'avais plus aucune motivation, j'étais éteint, tout simplement. Et j'ai subi 2 périodes de détresse psychologique que les médecins ont qualifiées à l'époque burn-out, mais alors que je sais pertinemment aujourd'hui qu'il s'agit de ce qu'on appelle, excusez-moi, j'ai oublié l'expression, là, un bore-out, boring out. OK, mais pas un burn. Je ne travaillais pas trop, j'étais pas suffisamment stimulé intellectuellement parlant pour me réaliser et je me suis éteint au fur et à mesure. Tout ça pour répondre à ta question avec le cœur, j'ai abandonné cet emploi-là. Un emploi très bien rémunéré, un emploi avec des avantages sociaux extraordinaires, le salaire qui vient avec les vacances, le fonds de pension, etc., pour m'aventurer dans ce que je fais aujourd'hui. Et à l'époque, je travaillais par cœur, dans le sens, j'avais un job, un emploi que je connaissais par cœur, que j'exécutais systématiquement, un petit peu machinalement, comme un robot. Mais à partir du moment où je me suis choisi, à ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec cœur, en y mettant mon cœur, en y mettant mon intention, en y mettant mes valeurs, en y mettant ma passion. C'est là que je fais la distinction entre travailler par cœur, c'est-à-dire machinalement, et travailler avec cœur, c'est-à-dire avec toute son intention, toute son intensité. C'est un petit peu dans cette ordre d'idée-là que je parlais de travailler par cœur. Et c'est d'ailleurs tout ça se met ensemble parce que finalement, ta vision du leadership, c'est celle-là. C'est vraiment l'homme, c'est le cœur, c'est de donner les choses avec ce qui vient de l'intérieur, ne pas vivre ce que tu as vécu, c'est-à-dire du boring out, mais vraiment, il vaut mieux, dis-moi, je te taquine un peu là. Entre le boring out et le burn out, qu'est-ce qui est mieux? J'ai pas expérimenté le burn-out, mais écoute, médicalement parlant, je dirais il n'y en a pas un qui a l'avantage sur l'autre parce que les symptômes sont sensiblement les mêmes là, si on va consulter la documentation médicale sur les 2 phénomènes. Là. C'est quelque chose que je souhaite pas à personne. Pas Dans un des 2 cas, on s'épuise et dans l'autre, on s'éteint. Mais l'impact psychologique et sont sensiblement les mêmes. Ok, super. Merci beaucoup, Alain Guy. Du coup, on a envie de savoir, 2020 a été une année assez difficile pour beaucoup de gens. 2020 a été rude, que ce soit d'un point de vue familial, que ce soit d'un point de vue santé, que ce soit d'un point de vue professionnel. Dans presque tous les départements de nos vies, il y a eu quelque chose qui s'est passé et pour certains, ça a été vraiment difficile. Ouais. Du coup, moi, je voulais savoir, toi, Alain Guy, quelle a été ta plus grande leçon de 2020? Quelle est l'histoire derrière cette grande leçon-là? Il y a une leçon peut-être plus significative que d'autres, mais j'aimerais quand même te partager une rafale de leçons en m'attardant peut-être sur une particulièrement. Premièrement, j'ai réalisé que tout est changement. Rien n'est acquis. La COVID m'a frappé à retardement, je te dirais. Pas nécessairement la COVID, parce que j'ai pas contracté la COVID, mais tout ce que ça a entraîné comme limite, comme restriction, etc., m'a amené à reconsidérer un petit peu ce que j'ai à offrir professionnellement parlant, parce que la demande n'était plus disponible compte tenu
que le présentiel était de moins en moins accessible, malgré qu'une opportunité s'est quand même ouverte à l'effet de donner de la formation en ligne. Opportunité que j'ai naturellement mise à profit, mais bon an, mal an, j'ai pédalé. J'ai pédalé beaucoup. J'avais même l'impression de ramer, mais vous savez, quand on rame avec des cuillères, c'est très énergisant et ça ne va pas vraiment très, très vite. J'étais plus équipé. J'avais plus le même coffre à outils pour avancer. Et je me suis remis en question à différents niveaux. J'ai appris essentiellement, je dirais, ou j'ai réappris à vivre avec l'essentiel. Parce que vous savez, dans une vie normale, dit avant COVID, on avançait à une très grande vitesse, on allait vite et notre intention, notre objectif était d'aller encore plus vite et encore plus vite, comme si la vie n'avait pas de limite ou pas de fin. Cette réalité-là nous a amené à réaliser qu'il y a des limites dans tout. Dans tout. Et la limite, moi, je l'ai vécu de la façon suivante et je l'ai compris de la façon suivante, c'est que pour se réaliser dans la vie, pour réaliser ou se réaliser en tant que personne, ça nous prend des outils. Mais souvent, on confond ce qui est vital, ce qui est nécessaire, ce qui est utile et de ce qui est plaisant. On veut aller... La plupart des gens veulent explorer d'abord ce qui est le fun, ce qui est plaisant. Et par ma nature, j'ai toujours été attiré par le fun. Mais là, le fun était plus au rendez-vous. Le fun m'épuisait. Le fun me stressait parce que j'avais plus les outils nécessaires dans mon coffre pour me mettre en évidence, professionnellement parlant, je dirais même dans ma vie personnelle. Et j'ai appris donc à faire la distinction, au risque de me répéter, entre ce qui est vraiment vital, ce que ça prend, quelle est la base, quel est l'essentiel qu'un être humain, homme ou femme, a foncièrement besoin pour se sentir, je dirais pas heureux, mais se sentir accompli, se sentir utile dans son environnement, dans la société, envers sa famille, envers ses amis. Et de me dire de plus en plus en avançant, ben peut-être que ça, j'en ai pas vraiment de besoin. Peut-être que ça peut être intéressant, mais c'est pas vital. Est-ce que j'en ai besoin? Mais est-ce que j'en ai besoin autant? Est-ce que j'en ai besoin demain matin? J'ai vraiment commencé à mettre de l'ordre dans mes besoins. Et aujourd'hui, je suis capable de dire qu'une des leçons principales est que je sens que j'ai moins besoin d'acquis pour me sentir réalisé. Mais je sais pertinemment, par contre, ce que j'ai véritablement besoin en termes de vitalité pour être capable de vraiment m'exprimer à mon plus haut potentiel. Donc, j'ai navigué dans cette mer de possibilités pour être capable de discriminer l'essentiel de ce qui l'est pas, de ce qui l'est peut-être pas autant que j'aurais pu me l'imaginer autrefois, quand même il n'y a pas si longtemps. Wow, c'est tellement puissant ce que tu dis, Alain Guy, parce que après, ça renvoie une notion sur la table qui est la notion de ce qu'on veut par rapport à ce dont on a besoin. Parce que en général, on veut beaucoup de choses, mais est-ce que c'est ça qu'on a besoin? Est-ce que c'est bien pour nous, pour notre famille, pour notre entreprise, pour la société? Parfois, toujours pas. Et là, c'est un enseignement tellement puissant, là. Et donc, ça nous permet d'aller vers la fin déjà de cet épisode. Et je voudrais terminer en te demandant, Alain Guy, est-ce que tu aurais 3 livres à nous recommander, des livres à recommander à nous, à mon audience, pour que les gens puissent lire des choses que tu as peut-être lues qui t'inspirent énormément? Déjà, toi, tu es auteur. Oui. Alors, si j'exclus tous les livres d'Astérix et de Tintin, alors que me reste-t-il? Non, honnêtement,
Dans le début vingtaine, il y a quelques livres que j'ai lus qui m'ont marqué. Un premier qui est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Oui. C'est pas dans le sens comment se faire des amis, veux-tu venir jouer avec moi à Tarzan, on va finir à l'hôpital. Non, pas dans ce sens-là. C'est comment entrer en relation avec quelqu'un d'autre en étant un petit peu à sa place, en se mettant à sa place, en comprenant son point de vue. Et le deuxième livre, que je pourrais bien te suggérer, naturellement, un classique, Les 4 accords Toltec. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, les 4 accords sont toujours d'actualité aujourd'hui. C'est vraiment une philosophie de vie qui dépasse toute connotation, je dirais, spirituelle ou religieuse, mais qui va chercher vraiment l'âme humaine de manière à l'aider à s'aligner sur l'essentiel, sur les limites humaines à franchir ou à ne pas franchir. Donc, les 4 accords Toltec. Et il y en a un autre que je pourrais bien vous suggérer. Il y en a quand même plusieurs, mais je ne suis pas tellement bon dans les titres à retenir. C'est sûr que déjà, les deux que tu nous donnes, c'est pas mal. Hein, comment se faire des amis, influencer les autres, de relations, on comprend que l'autre doit être au centre et pouvoir se mettre à la place de l'autre. Et les accords, 4 accords Toltec, c'est aussi à peu près la même chose. C'est on sait, voilà, il y a les 4 principes. Si on respecte ces principes-là, on vit une vie harmonieuse avec les autres. Donc, du coup, c'est des livres assez intéressants. Ben, tu n'as pas un troisième? Ben oui, viens, ça met un qui m'est pas venu à l'esprit tantôt. Ça s'appelait Personnalité Plus. OK. Personnalité Plus, ça nous fait réaliser que entrer en communication avec quelqu'un d'autre, un petit peu basé sur différents autres phénomènes de communication, la communication est à son meilleur dans la mesure où tu es capable de parler le langage de l'autre. Et de réaliser qu'on a tous, chacun, une personnalité différente, donc notre mode de communication est différent. Mm-hmm. Se faire comprendre ne veut pas dire nécessairement parler comme on l'entend, mais c'est de parler dans le langage de l'autre pour que l'autre puisse comprendre et apprécier le message que tu as livré. Donc, Personnalité Plus, comment se faire des amis et les 4 accords Toltec seraient 3 de mes recommandations de lecture. Parfait. Merci beaucoup, Alain Guy. On fait défiler ton site internet là pour entrer en contact avec toi. Les gens peuvent aussi te contacter directement sur LinkedIn. C'est Alain Guy Tremblay. Alain Guy Tremblay. Exact. www.alainguitremblay.com. Vous allez le trouver. Alain Guy, c'est quoi ton actualité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive que tu voudrais partager? Est-ce que tu voudrais que des gens soient informés d'un programme que tu vas lancer ou bien d'une activité spécifique? Un programme, rien de spécifique, à part le fait que je mets à la disposition des gens un parcours d'entraînement vers le succès qui s'appelle le succès à la carte. En fait, c'est un parcours où la personne peut, sur une base hebdomadaire, entrer dans une réflexion profonde quant à sa façon de développer son propre leadership dans sa vie personnelle, jour après jour, semaine après semaine, qui est ce que j'appelle le succès à la carte, qui est d'ailleurs le programme que j'offre aux gens. Et il est là, il était là, il va être encore là, tout simplement. De me contacter sur une base privée, LinkedIn ou Facebook. À ce moment-là, je pourrais jaser avec les gens sur la meilleure façon d'explorer ce programme-là. Super. Merci beaucoup pour ce beau point. Moi, je voulais montrer ça, ce document, cet excellent document qui est là, le succès à la carte, le coffret. En plein ça. Donc, on a ici, voilà, on voit mieux là, le succès à la carte. Programme d'auto-coaching. Je deviens le leader de ma vie. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que quelquefois, on pense que être leader, c'est avoir du monde qui nous suit. Moi, je crois que non. C'est d'abord le leader de notre propre vie, là. Ma propre vie est tellement complexe, je ne suis pas sûr de me comprendre à 100%. J'essaie de comprendre et de drainer derrière moi des milliers de personnes. Le plus important, c'est que je travaille sur moi chaque jour pour me comprendre, pour être un meilleur humain. Exactement.
à la fin de la journée, on doit travailler à être des humains. Et Dieu seul sait à quel point on s'éloigne chaque jour un peu plus de notre humanité avec ce que nous apporte le monde et qu'on laisse faire les médias sociaux et tout. On veut paraître, on veut plaire, on veut donner, on veut répondre à du bling bling. C'est des coups de... Non, vraiment, essayons d'être humains. Donc voilà, est-ce que c'est ton dernier mot, Alain Guy? Tu as une dernière chose à nous dire avant qu'on se sépare? La dernière petite chose, peu importe là où on est rendu de notre vie, je pense que l'essentiel, c'est de s'assurer qu'on fait les choses pour les bonnes raisons. Okay. Simplement. L'essentiel, c'est de s'assurer qu'on fait les choses pour les bonnes raisons. C'est sur ça qu'on va se quitter. Merci beaucoup, mon très cher. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir de t'avoir. Merci infiniment. Plaisir partagé. Très bientôt. Excellent. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode jusqu'à la fin. Je vous prie de le partager avec quelqu'un parce que ça peut aider quelqu'un quelque part. N'hésitez pas aussi à contacter Alain Guy Tremblay qui va vous aider dans le domaine du développement de votre leadership. Alain Guy, comme vous l'avez remarqué, c'est un humain véritable. Merci beaucoup et à très bientôt. Au plaisir.